Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la deuxième partie de notre formation relative au contrôle permanent qui s'articule aujourd'hui, la deuxième partie qui s'articule autour de quatre axes principaux, notamment le cadre réglementaire marocain, les responsabilités des acteurs, les outils et les mécanismes de contrôle permanent et enfin les facteurs clés de succès. Alors, avant d'entrer dans le vif de sujet, permettez-moi de faire un rappel rapide de ce que nous avons vu lors de la première partie, à savoir, donc on a vu bien évidemment le contexte et l'objectif des dispositifs de contrôle permanent. On a présenté les objectifs de cette formation. Que la première partie, on a déjà abordé le rôle et l'importance du contrôle permanent. On a vu le référentiel COSO qui est international et on a parlé sur le rôle et l'importance du contrôle permanent. On a abordé les cinq piliers de contrôle interne selon le modèle COSO. Donc les cinq piliers, brièvement, on a parlé sur l'environnement de contrôle, l'évaluation des risques, les activités de contrôle, comment l'information et la communication doivent être mises en place, le suivi et aussi le pilotage. Donc voilà, on a déjà abordé ces points. Et aujourd'hui, on va parler ensemble sur la deuxième partie de cette formation. Comme vous voyez, il y a quatre axes principaux qui vont être présentés. Alors, passons maintenant au premier axe qui est le cadre réglementaire marocain. Donc, il y a en premier lieu, on a la loi bancaire numéro 103/12 impose aux établissements de crédit la mise en place d'un dispositif de contrôle interne efficace. Alors, l'objectif de ce dispositif de contrôle interne, c'est d'identifier, d'évaluer, de surveiller et maîtriser les risques. Alors, ce dispositif doit garantir la conformité aux lois et règlements pour assurer la fiabilité de l'information financière et prévenir les risques opérationnels. Donc, cette loi prévoit également une surveillance renforcée par Banque Maghreb, qui est aujourd'hui, qui a des exigences réglementaires qui ont été renforcées par Banque Maghreb et voilà, donc il peut exiger des mesures correctives. Alors, conformément au dispositif légal stipulé dans la circulaire, la 40G 2007, qui a été publiée par Banque Maghreb en mois d'août 2007 et complétée par la circulaire la 4W 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit qui ont été publiés par Banque Maghreb. Donc, la circulaire, la 40G 2007, j'ai essayé de me focaliser aux articles principaux. Alors, l'article 21 cite que les niveaux d'autorité et de responsabilité ainsi que les domaines d'intervention des différentes unités opérationnelles doivent être clairement précisés et délimités. Et aussi, une séparation stricte doit être établie entre les unités chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'initiation, de l'exécution et la validation du contrôle des opérations. Donc là, on parle des habilitations, on parle du process de traitement des opérations. Il y a un collaborateur qui doit initier l'opération, il y a un autre qui doit exécuter, et enfin, il y a la validation. Donc, c'est un processus qui est exigé par la circulaire de Banque Marie. Donc, passons maintenant à l'article 22 qui cite que les modalités d'exécution des opérations quotidiennement effectuées par les entités opérationnelles doivent comporter comme partie intégrante
des procédures appropriées de contrôle permanent pour s'assurer de la régularité, de la fiabilité et de la sécurité de ces opérations, ainsi que du respect des autres diligences liées à la surveillance des risques qui leur sont associés. Donc, l'article 22, elle est claire. Il y a un dispositif qui se compose d'un ensemble des procédures appropriées au contrôle permanent dont l'objectif est de s'assurer de la régularité, la fiabilité et la sécurité des opérations. Donc, passons à la circulaire à la 4W 2014 relative au contrôle interne des établissements de crédit. Donc, on va zoomer sur l'article 28 qui cite que la fonction de contrôle permanent est chargée de s'assurer, au moyen de dispositifs adéquats, mis en œuvre en permanence de la fiabilité, de la sécurité des opérations réalisées et du respect des procédures au niveau des agences et aussi au niveau des services centraux et des entités à caractère financier contrôlées par l'établissement. Donc voilà, l'article 28G aussi, c'est un article qui est clair, donc qui parle sur la fonction de contrôle permanent et l'objectif de cette fonction qui s'articule sur l'assurance et la mise en œuvre en permanence de la fiabilité, la sécurité des opérations et le respect des procédures au niveau de l'établissement, que ce soit pour le réseau d'agences et aussi pour les services centraux. Alors, abordons maintenant le deuxième point qui est, ou le troisième point qui est l'identification et les responsabilités des acteurs. Donc, comme on a déjà parlé, il y a le contrôle premier niveau, il y a aussi le contrôle du deuxième niveau. Et en troisième niveau, on a l'audit interne et l'inspection, c'est un sujet à part qui va être présenté probablement dans les mois prochains. Alors, la mission de contrôle de premier niveau, le contrôle permanent de premier niveau est responsable de la gestion des risques au sein du réseau. Les équipes opérationnelles effectuent l'autocontrôle selon les procédures en vigueur et les directeurs d'agence ou leurs délégataires réalisent les contrôles de premier niveau selon un plan d'action prédéfini fourni avec un système d'information spécifique. La gestion des risques, la réalisation des contrôles de premier niveau et le suivi des actions correctives pour les anomalies détectées font partie intégrante des pratiques managériales du réseau. Alors, on a aussi les missions de contrôle de deuxième niveau. Les principales missions consistent à une vérification continue de la bonne exécution des contrôles effectués par le réseau, ainsi que l'analyse qualitative et quantitative de ces contrôles conformément au plan adopté. De plus, ils sont chargés d'accompagner et d'assister le réseau dans l'exercice des activités de contrôle et, le cas échéant, dans la régularisation des anomalies relevées. Alors, le contrôle de deuxième niveau aussi, il présente les indicateurs quantitatifs en matière de réalisation et de conformité des contrôles. Il présente aussi les principales anomalies identifiées à l'issue des contrôles, leur répartition par thème et par agence. Il présente aussi la réalisation en matière de travaux de régularisation et de remédiation à ces anomalies, parce que donc le contrôle permanent soulève des constats et il met en place des recommandations. Donc, il présente en matière de travaux de régularisation et de remédiation à ces anomalies, il doit présenter l'état d'avancement de la correction des anomalies et enfin les résultats de contrôle sur suite menés au sein des agences. Alors, le contrôle permanent de premier niveau est un élément fondamental du dispositif de contrôle
au sein de chaque établissement qui couvre tous les principaux domaines d'activité spécifiques. Elle a pour objectif de garantir en permanence la maîtrise des risques opérationnels et de non-conformité. Alors, le contrôle permanent de premier niveau doit respecter les procédures et les normes de gestion et aussi il doit respecter les prescriptions légales et réglementaires dans la réalisation des opérations. La mise en place des actions correctrices, la promotion d'une culture de contrôle. Il convient de noter que tout contrôle de premier niveau se compose de plusieurs points de contrôle répartis en deux catégories principales. La première concerne le rapprochement qui consiste, là on parle bien évidemment sur les rapprochements entre le physique et le comptable, et qui consiste à confronter le solde comptable, comme j'ai dit tout à l'heure, le solde comptable saisi avec l'existant également saisi. La deuxième porte sur le respect des normes de gestion avec un point de contrôle relatif à ces normes et une réponse exhaustive se forme. Le contrôle permanent de premier niveau, il doit répondre avec les formes comme suit, conforme, non conforme, non applicable, selon les cas. Alors, cela nous amène au point suivant qui est les outils et les mécanismes de contrôle permanent. Donc, lorsqu'on parle sur le contrôle permanent, bien évidemment, on doit avoir des outils et des mécanismes. Donc, les dispositifs de contrôle s'appuient sur différents outils. Nous citons les tableaux de bord qui permettent à mettre en place un suivi régulier des indicateurs de performance, les KPI, et de risque, et aussi les plans de contrôle structure les actions à mener, précisent les responsabilités et la périodicité des contrôles. Il y a aussi les solutions digitales de GRC, la gouvernance risque et compliance, donc qui offrent une automatisation et une meilleure traçabilité. Et enfin, la cartographie des risques qui fournit une vision globale et hiérarchisée des zones critiques à surveiller. Alors, pour terminer, penchons-nous sur les facteurs clés de succès. Alors, bien évidemment, la réussite d'un dispositif de contrôle dépend de plusieurs leviers. On doit mettre en place des facteurs et des indicateurs qui qui nous permettent de réussir, notamment sur la mise en place de ces dispositifs. Alors, le premier facteur, c'est l'implication du management qui est essentiel pour donner du poids au dispositif. Le deuxième facteur, c'est la diffusion d'une culture de contrôle et de conformité dans l'ensemble des équipes favorise l'adhésion. Donc là, on parle sur des sensibilisations, euh, des, euh, des formations sous forme des capsules, par exemple. Et on a le troisième facteur qui est la formation continue, qui renforce les compétences et la vigilance des collaborateurs. Donc, on doit avoir une analyse par rapport aux besoins des collaborateurs. Si jamais il y a un besoin de formation, on doit accompagner les collaborateurs pour suivre des formations si nécessaire. Donc le dernier facteur, c'est l'intégration harmonieuse des contrôles au processus métier euh, qui assure leur efficacité et limite la lourdeur administrative. Donc voilà, ce sont les trois facteurs clés pour réussir la mise en place d'un dispositif de contrôle permanent. Et et voilà, euh, nous arrivons à la fin de cette formation.
Je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour vos questions. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire sur les commentaires et je vous réponds. Merci pour votre attention et à la prochaine.